sans plus tarder, je vais vous présenter notre première panéliste. Madeleine Chagnon, elle est biologiste. Elle a complété son doctorat en sciences de l'environnement et poursuit des recherches sur les abeilles depuis 30 ans. Elle est professeure associée au département des sciences biologiques de l'Université du Québec à Montréal et chercheur au Centre de recherche en sciences animales de Deschambault. Elle a dirigé de nombreux projets sur la pollinisation des cultures et les effets des pesticides agricoles sur les abeilles. Elle est membre du Comité provincial sur la protection des pollinisateurs contre les pesticides et fait partie du groupe international de chercheurs qui travaillent sur les impacts des pesticides systémiques à l'échelle planétaire, appelé le Task Force on Systemic Pesticides. Ce groupe a produit une méta-analyse qui fera l'objet d'une édition spéciale de la revue scientifique Environnement, Science et Pesticide Research, où ça a déjà été publié. Ça fera... C'est accessible en ligne, mais la copie papier sort en ligne. OK, donc c'est déjà publié. Voilà. Alors, Mme Chagnon, la parole est à vous. Je suis chercheur en apiculture et à tous les 2 ans, comme certains apiculteurs le savent, il y a les conférences internationales Apimondia. Donc, en 2009, la conférence était à Montpellier, en France, et le thème était « Abeilles sentinelles dans l'environnement », où on a soulevé pour la première fois l'inquiétude des néonicotinoïdes pour les abeilles plus particulièrement. Et à cette occasion-là, il y a plusieurs chercheurs qui avaient lu à gauche et à droite, qui avaient aussi des impacts sur d'autres composantes de l'environnement. Et puis, on a formé un groupe qui s'appelait le Task Force on Systemic Pesticides. Et puis, présentement, on est rendu, je vais dire ici, Task Force on Systemic Pesticides. C'est un groupe de chercheurs indépendants. Et c'est vraiment indépendant parce que chaque fois qu'on a une réunion, et les réunions sont annuelles ou tous les 2 ans, un peu partout sur la planète. Et il n'y a personne qui est subventionné pour ça. Tout le monde y va de son propre chef et paye lui-même ses dépenses. Donc, il n'y a pas d'intérêt. Il y a quand même, c'est quand même supporté par quelques organismes, des fondations de charité, des choses comme ça, parce que ça prend toujours un peu d'argent pour la logistique. On a une personne permanente et tout ça. Mais disons que les chercheurs comme tels qui ont travaillé sur l'analyse sont vraiment des personnes indépendantes. Et on a sorti un document. On a eu une conférence de presse au mois de juin qu'on a appelé Worldwide Integrated Assessment on Systemic Pesticides, néonicotinoïdes et fipronil. Donc, les deux, le fipronil, qui n'est pas un néonicotinoïde, a été mis dans l'analyse parce que c'est un pesticide systémique et c'est un peu le problème que le pesticide soit systémique qui a causé, disons, les inquiétudes environnementales. Donc, 50... Là, on est rendu 53 scientifiques de 15 pays depuis 2009. Et le Worldwide Integrated Assessment, donc notre méta-analyse, il y a 29 auteurs, dont j'en suis une. Et c'est une analyse sur les pesticides systémiques. Et c'est basé sur 800 publications scientifiques, c'est-à-dire qu'on a monté les argumentaires à partir de la science. Chaque fois c'était les consignes qu'on s'était données, à chaque fois qu'on avait une affirmation dans le cadre du rapport, il fallait que l'affirmation, si elle était un peu forte, comme il disait en anglais, strong statement, il fallait avoir une référence scientifique pour appuyer ce qu'on disait, pour s'assurer que ça ne soit pas émotif là, ou parti pris. Et ça a été publié, c'est maintenant tout en ligne, contrairement au moment où on a fait notre conférence de presse, il y avait encore quelques publications qui étaient encore chez l'éditeur. Maintenant, tout est en ligne et la version papier va sortir probablement en décembre ou plus tard en janvier, mais disons que c'est accessible sur le site du Task Force. Je pense que je l'ai écrit un peu à quelque part. Oui, il est ici, si jamais vous voulez. Donc, c'est TFSP pour Task Force Systemic Pesticide.info. Et le rapport comporte 8 parties différentes. L'éditorial a une introduction. On explique qu'est-ce qui se passe dans l'environnement, le devenir dans l'environnement de ces pesticides-là, les effets sur les espèces non ciblées, donc les invertébrés,
les vertébrés, les invertébrés, la faune, les services écosystémiques. On propose et on démontre qu'il y a des alternatives à l'usage de ces pesticides-là et il y a une discussion et une conclusion. Lors de notre conférence de presse, et comme vous savez, on l'a fait le lancement, ou vous savez peut-être pas, mais on a fait le lancement dans 4 villes à travers la planète. Ça a commencé aux Philippines, ensuite en Belgique, ensuite ça a été à Ottawa, au Canada, et puis au Japon. Le Japon, parce que les Japonais travaillent beaucoup sur les aspects de la santé humaine de ces pesticides-là, qui sont des neurotoxiques pour les abeilles, mais qui peuvent affecter par d'autres mécanismes physiologiques, les vertébrés aussi, dont nous, qui sommes des vertébrés. Donc, les points que je mentionnais ici, les 5 points, je vais les regarder avec vous un après l'autre, puis on va comprendre pourquoi on arrive à des conclusions que c'est une pratique qui n'est pas souhaitable pour le développement durable à long terme. Ce n'est pas une façon. Premièrement, c'est hautement toxique. On en utilise moins, c'est vrai. Les quantités sont moindres que les anciens pesticides, mais disons que si on examine, ici, je n'ai pas les données, mais c'est à peu près 100 fois moins, disons, en charge de pesticides, mais ils sont beaucoup, beaucoup plus toxiques. Et si on compare, par exemple, pour l'abeille, ici, on considère pour l'abeille, donc la dose létale 50 pour l'abeille, si on considère, par exemple, le DDT, comme étant 1. On voit que ici, on a le fipronil, cyanomyxane, clothianidine et imidacloprid, qui sont des néonicotinoïdes. Et on voit que c'est jusqu'à 5400 à 7200 fois plus toxique que le DDT. Donc, c'est très, très toxique pour l'abeille. Et on utilise moins, mais quand l'abeille réussit à venir en contact avec une molécule ou d'autres organismes de l'environnement, à ce moment-là, on fait affaire avec quelque chose qui est très toxique. Deuxièmement, l'usage est très répandu et on voit ici cyanomyxane, clothianidine, qui sont les 2 pesticides de Syngenta et Bayers qui sont enrobés, qui enrobent les semences qui sont tant controversées. Mais on a aussi l'imidacloprid qui est utilisé depuis longtemps. Et peu importe si l'insecticide est utilisé en enrobage de semences ou par épandage foliaire, il va devenir systémique et il va rentrer dans la plante et il va affecter toutes les parties de la plante. Vous allez voir, on va en parler rapidement. On voit qu'à un certain point ici, les tonnes d'ingrédients actifs par année avaient baissé, mais avec la venue des enrobages de semences, ça le fait qu'augmenter les ingrédients actifs dans l'environnement. Son usage est très répandu, donc, mondialement au niveau des ventes. C'est répandu aussi en superficie. Et ici, j'ai des données d'une publication qui vient de l'Ouest canadien où on regarde surtout le canola et le soya parce qu'ils ont moins de maïs. On va regarder une carte tout à l'heure qui représente plus le Québec et l'Ontario, mais on voit qu'il y a quand même un usage très, très répandu dans l'Ouest canadien. Et ici, on a, par exemple, le problème, c'est-à-dire l'usage qui a été le plus étudié par rapport aux abeilles au Québec et en Ontario, ça a été sur le maïs. Et on voit qu'il y a une croissance des superficies de maïs depuis 1966 pour différentes raisons, entre autres aussi les biocarburants, mais pour l'ensilage. Donc, il y a vraiment des superficies qui ont augmenté. Au Québec, il y a des zones où la culture de maïs est beaucoup plus intense. Donc, on en a beaucoup. Ici, on voit qu'il y a eu beaucoup de problèmes d'abeilles au Québec et en Ontario associés aux semis au printemps. Les semis au printemps semblent être un problème un peu moins grave avec le canola et le soya. Mais on voit ici que au Canada, ce sont surtout le Québec et l'Ontario où les densités de maïs sont les plus élevées par rapport à l'Ouest, où on avait vu que c'était plus du canola et du soya. Donc, nous, on a beaucoup de maïs en Ontario aussi, et c'est les problèmes d'abeilles associés à cette culture-là, le maïs, qui a causé et qu'on croit
qu'il y a des preuves scientifiques qui démontrent que c'est des preuves dans le sens qu'on prend l'abeille, on la fait analyser, puis on trouve l'ingrédient actif, surtout au semis. Donc, on voit qu'il y a des problèmes pour l'abeille associés à cette culture-là. L'usage répandu aussi, je porte votre attention sur cette colonne ici. On voit que le nombre de cultures augmente aussi. Le nombre de cultures pour lesquelles les néonicotinoïdes sont homologués est de plus en plus utilisé. Et parmi, vous voyez l'imidaclopride, cyanomexam. Donc, il y a plusieurs cultures. Il y a des néonicotinoïdes qui sont utilisés plus au Japon, là, moins chez nous. Mais on voit que le nombre de cultures pour lesquelles sont homologués continue d'augmenter. Et ce n'est pas juste des grandes cultures, on peut aussi l'utiliser sur des petits fruits. Par exemple, fraises, framboises. On sait, par exemple, que la framboise, c'est une culture qui est très intéressante pour les abeilles. Donc, ça fait beaucoup de cultures, beaucoup de superficie, beaucoup d'ingrédients actifs dans l'environnement. Le troisième point, c'était que l'usage était préventif. Donc, comme vous comprenez, la semence est enrobée. Il y a une partie de la poussière qui va premièrement s'échapper lors des semis, mais l'autre va rester autour de la semence. Elle va rester un peu dans le sol et il y en a une infime partie qui va monter dans la plante pour la protéger. À ce moment-là, l'insecticide est dans la plante et tout insecte ravageur qui va brouter ou sucer la plante va finir par mourir. Malheureusement, ça va aussi monter dans le pollen et le nectar à de plus faibles doses, mais il reste quand même qu'il y a des molécules qui montent dans le pollen et le nectar, et à ce moment-là, c'est une voie d'exposition pour l'abeille. Aussi, c'est que dans le sol, tout ce qui n'a pas été absorbé par la plante va rester. Alors, imaginez un champ de maïs et les superficies que je viens de vous montrer. Ça fait beaucoup, beaucoup d'ingrédients actifs dans le sol. Une des propriétés des néonicotinoïdes, en fait, plusieurs propriétés des néonicotinoïdes font qu'elles ont un potentiel, premièrement, qui sont très persistants. On va regarder aussi tout à l'heure, c'est très, très persistant, ça lessive et ça peut percoler vers les cours d'eau. Un autre point sur l'usage préventif, c'est qu'on a démontré, et ici on a l'étude de cas au Québec, l'étude de Geneviève Labrie et al. Au sérum, au Centre de recherche sur les grains à Belleuil, qui ont démontré par des études en champ en 2012 et en 2013 qu'il n'y avait pas d'augmentation significative au niveau des rendements. Et cette étude-là, elle a été faite pour le maïs. Et ici, on a, par exemple, je crois que c'est le traité en noir et le non traité en blanc. Et ce sont les résultats de Geneviève au sérum. Et maintenant, j'ai appris hier, parce que j'ai passé au MAPAC, que l'étude allait se poursuivre dans d'autres régions du Québec. Je crois entre 50, 60, 58 champs au Québec, où on poursuit l'étude sur non seulement le maïs, mais sur le soya aussi, pour essayer de valider l'importance au niveau des performances agronomiques des néonicotinoïdes. Il y a d'autres études qui ont été faites aux États-Unis et j'arrive d'Europe et au centre agricole de Lignaro à Veneto. Les chercheurs là-bas ont aussi des résultats similaires. Ils m'ont demandé de rencontrer Geneviève et je les ai mis en contact et ils vont faire une publication scientifique qui va inclure des chercheurs de différents pays qui ont eu des résultats similaires pour consolider que peut-être que ce n'est pas toujours nécessaire. Et on n'a rien contre la protection des cultures. C'est important de protéger les cultures, mais c'est beaucoup d'ingrédients actifs dans l'environnement quand ce n'est pas nécessaire. Et c'est ce point-là qui fait que tout l'usage actuel devient illogique. C'est qu'on n'en a pas vraiment besoin. C'est comme préventif. Dernièrement, vous voyez ici, c'est signé 15 octobre 2014, donc ça ne fait pas tellement longtemps. Les États-Unis ont l'United States Protection Agency, le UPA aux États-Unis, ont signé un rapport, vous voyez ici tout, démontrant que les néonicotinoïdes étaient inutiles pour le rendement du soya. Donc, l'IPA, quand même,
C'est un gros, comme ils disent en anglais, un gros statement. C'est un avancement assez important. Donc, nous, on avait fait des études dans le maïs ici au Québec. En fait, Geneviève Labrie avait fait des études. À Veneto aussi, en Italie. Et là, on a les États-Unis qui, eux, ont travaillé plus sur le soya. Donc, il y a plusieurs cultures où c'est utilisé de façon préventive. Et on s'aperçoit que, parfois, l'insecte pour lequel l'insecticide est mis n'est pas dans le champ, ce n'est pas vraiment nécessaire. Donc, on aurait besoin d'un dépistage avant de prescrire l'usage d'un insecticide pour pouvoir protéger la culture et pas le mettre de façon préventive, sachant son devenir dans l'environnement. Et son devenir dans l'environnement est inquiétant parce les néonicotinoïdes possèdent ces qualités suivantes. C'est persistant, c'est mobile et hydrosoluble. Donc, c'est persistant, ça peut rester dans le sol très longtemps. La molécule mère et les métabolites. Donc, contrairement à dans l'abeille, c'est une des raisons pour lesquelles c'est souvent difficile d'avoir la preuve parce que c'est des molécules qui sont facilement métabolisées par un organisme qui est en train qui a toutes les enzymes puis la biochimie pour défaire les molécules. Donc, si une abeille meurt, par exemple, d'une intoxication, si on attend 5-6 heures, on va avoir de la misère à trouver les molécules et donc la preuve. Ce qui veut dire que quand on trouve des preuves chimiques, ça veut dire que l'intoxication était très forte et que probablement que la dose reçue était beaucoup plus forte que ce qu'on décèle. Mais dans le sol, ce n'est pas un organisme vivant. En fait, il y a des bactéries du sol et tout, là, mais je veux dire, la persistance est beaucoup plus longue. Ici, au Canada, vous savez, on met tout au frigo pour 6 mois, puis même congélateur pour 4 mois. Donc, c'est sûr qu'il n'y a pas de dégradation qui se fait pendant les mois d'hiver. Et au printemps, on va remettre des nouvelles semences et on a encore des restants de l'année d'avant. Donc, à chaque année, on accumule ces molécules-là. C'est persistant dans le sol. Aussi, c'est mobile. C'est le K aussi, un grand K aussi. Donc, c'est la capacité de s'absorber aux molécules de sol, aux particules de sol qui fait qu'elle n'est pas capable de rester en place et elle va avoir tendance à repartir. Et comme c'est hydrosoluble, ça se dissout dans l'eau et il faut que ça se dissout dans l'eau pour que ça soit systémique. Ça fait partie de ses propriétés pour pouvoir monter dans la plante. Il faut que ça soit hydrosoluble. Donc, c'est dans le sol, ça se dissout dans l'eau. Et après, ça a la capacité de percoler, qui est une des capacités physiques qu'on retrouve dans les fiches techniques d'homologation. Vous pouvez aller taper clothianidine et regarder les capacités. Vous allez voir, c'est tout inscrit et connu. Et c'est mobile, c'est-à-dire que le cas aussi est relativement faible. Ça veut dire qu'il y a une capacité de se déplacer. Donc, tout ça, la persistance, la mobilité, sa solubilité, ça fait qu'il y a une contamination à grande échelle des sols, des sédiments, des eaux de surface et même des eaux souterraines et la végétation non traitée. Pourquoi la végétation non traitée? Parce que comme c'est mobile puis ça se promène dans le sol, ça peut se retrouver dans une bordure. Et comme c'est hydrosoluble, puis les plantes prennent de l'eau pour survivre, c'est ce qui est normal. À ce moment-là, n'importe quelle plante qui est dans un environnement où les molécules lessives a la capacité de réabsorber ces molécules-là et ça peut se retrouver dans la plante encore. Et à ce moment-là, ça peut aller affecter d'autres insectes, par exemple des insectes bénéfiques ou même si, par exemple, ça serait une plante qui ne serait pas attractive comme le soya, c'est pas si attractif que ça pour les abeilles. Puis à ce moment-là, s'il y en a beaucoup dans un champ de soya et ça lessive vers une bordure où on a, par exemple, de la verge d'or, de la salicaire ou n'importe quoi, à ce moment-là, ces plantes-là peuvent... Il y a plusieurs études qui ont été démontrées avec le saule et on sait que les chatons de saule servent le pollen, sert beaucoup aux abeilles au printemps. Donc, ça fait qu'il y a la végétation non traitée
qui peut récupérer ces molécules-là parce qu'elles se sont promenées dans l'environnement. Donc, ça offre de multiples voies d'exposition. Et lorsqu'on parle des voies d'exposition, on dit qu'il y en a des chroniques et il y en a des aigus. Donc, l'aigu, ça veut dire que, par exemple, pour l'abeille, elle est intoxiquée puis elle tombe morte. Et chronique, ça veut dire que ça peut prendre un certain temps et il peut se développer toutes sortes de comportements, comme c'est neurotoxique. Il peut se développer toutes sortes de comportements qui peuvent ultimement mener à la mort ou à une baisse des performances dans sa population, dans sa communauté. Donc, ça perturbe un peu l'environnement. Donc, les poussières aéroportées causent habituellement des problèmes aigus. Il y a la translocation par les plantes qui devient, comme je viens de vous expliquer, qui devient une voie d'exposition. Ça peut se retrouver dans le pollen. Il y a une contamination du sol. Et la contamination du sol peut affecter, comme vous allez voir tout à l'heure, des organismes dans le sol. Et il y a la contamination des eaux souterraines. Et on a eu des études, on a eu quelques présentations, peut-être que vous l'avez eu ici en Estrie, c'est Isabelle Giroux du ministère du Développement durable et l'Environnement des Parcs, qui échantillonne depuis 1992 50 rivières au Québec. C'est échantillonné depuis longtemps. Et on en a trouvé il y a quelques années déjà, on a trouvé de l'imidaclopride dans l'eau souterraine, dans le secteur des pommes de terre, donc dans l'eau de pluie. Et si on continue, on va s'en retrouver parce que l'eau souterraine, vous savez, c'est très dur à dépolluer, hein, c'est difficile à rejoindre pour nous. Donc, dans l'étude qui a été faite, les néonicotinoïdes ont été détectés dans toutes les rivières. Et il y a certaines de ces rivières-là qui avaient quand même un bon débit, là. Ça veut dire que vous êtes en canot, vous descendez votre tasse, puis vous allez la faire analyser. C'est peut-être pas mortel, mais il reste quand même que c'est une accumulation. Et toutes ces accumulations-là font que ça fait trop de molécules dans l'environnement. Et sur les espèces non ciblées, bien évidemment, il y a l'abeille qui a fait beaucoup de tapage médiatique, les autres pollinisateurs, et souvent, l'intoxication va être aiguë. C'est-à-dire que l'abeille va mourir tout de suite, mais ça peut être aussi différents problèmes sous les taux, comme mentionné tout à l'heure. On a eu aussi des études qui ont démontré avec le bourdon, différentes études. Ici, c'est une étude qui a été faite à l'Université Laval, ici au Québec. Et cette étude ici qui a été faite en Angleterre, qui démontrait qu'au niveau de la colonie, il y avait une croissance de colonie plus faible et moins de reines. Donc, on voit que ça affecte les autres pollinisateurs, que ce n'est pas juste les abeilles. Ça peut éventuellement, on se pose souvent la question, si l'abeille mourait, est-ce que c'est vrai qu'on mourrait en dedans de 4 ans, tout ça? Bon, peut-être qu'on ne mourrait pas parce qu'il y a plusieurs aliments de base qui ne nécessitent pas des pollinisateurs pour pouvoir se multiplier. Ça peut être une source, par exemple, le maïs, puisque les abeilles vont pour le pollen. Ça peut être une source d'intoxication, mais disons que la production va bien aller quand même. Mais des patates, du riz, du millet, donc tout est féculent. Et les denrées, c'est-à-dire les cultures qui sont dépendantes de la pollinisation, les fruits et les légumes, en volume, c'est juste 10 à 30 par rapport aux autres aliments. Mais si on regarde, par exemple, en nombre de cultures et non en volume, à ce moment-là, on a 87 des 124 principales cultures pour la consommation qui sont dépendantes des abeilles. Et si on a une baisse, et ici, par exemple, dans des pays industrialisés, ça peut causer un problème au niveau des rendements et des revenus pour un producteur. Mais notre étude est internationale et dans certains pays, ça peut faire la différence entre manger puis pas manger pour certaines personnes. Donc, ça devient quelque chose qui est important. Et aussi, les fruits et les légumes qui sont dépendants de la pollinisation sont les denrées qui amènent une grande source de vitamines et de minéraux dans nos diètes. Et on déplore ce qu'on peut appeler le hidden hunger ou la faim cachée, c'est-à-dire qu'on mange, on pourrait perdre accès à des aliments qui apportent des nutriments. Cette diapositive ici, je pourrais en parler très, très longtemps, mais je vois que le temps coule. Mais je vais quand même vous expliquer que c'est la conclusion de notre méta-analyse. Et vous voyez ici, ces cibles ici, ce sont les voies d'exposition, plantes, air, sol, eau.
Donc, dépendant de par où l'organisme peut être exposé aux néonicotinoïdes. Et les pastilles ici représentent les études qu'on a examinées. Donc, quand il y a 3 ou 4, ça veut dire qu'on a trouvé que c'était très, très toxique. 1 moins, puis soit au niveau individuel de la population ou de la communauté. Il y en a avec un P, ça veut dire que c'est probable. Et avec un point d'interrogation, ça veut dire qu'on ne sait pas, parce que ça n'a tout simplement pas été étudié. Donc, on voit, par exemple, que ce soit les microbes du sol, les pollinisateurs par les plantes, d'autres invertébrés terrestres. Et évidemment, comme je vous ai montré, comme c'est persistant dans le sol, tout l'équilibre du sol, les vers de terre, une étude qui a démontré, par exemple, que le ver de terre avait plus tendance à avoir son comportement de faire des tunnels. Donc, on a la structure du sol là, qui se trouve être affectée. Le ver de terre perd de l'appétit, donc il ne mange plus les feuilles, donc il perd son rôle de décomposeur. Il va finir par mourir éventuellement de faim parce qu'il a comme plus faim, il ne mange plus. Donc, ça modifie le comportement d'avoir une exposition. On a aussi les invertébrés aquatiques très, très, très sévères parce que je vous ai expliqué, ça lessivait vers les cours d'eau. Et comme ce sont des insecticides qui sont faits qui sont conçus pour tuer un invertébré, donc un insecte, les invertébrés aquatiques vont subir le même sort. Et comme on en retrouve beaucoup dans l'eau à cause du lessivage, on a des études qui démontrent que ça peut être très, très sévère. Et vous allez voir tout à l'heure, je vais parler de la chaîne trophique, mais imaginez tous ces insectes-là dans l'eau, c'est la nourriture pour les poissons, c'est la nourriture pour les amphibiens. C'est la base de la chaîne trophique dans l'eau. Mais ici, on a regardé juste l'effet direct. On n'a pas regardé les conséquences indirectes. On a les amphibiens, les reptiles, les poissons. Donc, les poissons, c'est surtout au niveau de la reproduction. Donc, le poisson ne va pas nécessairement mourir, mais il va avoir une atrophie des ovaires ou la reproduction. Donc, ce n'est pas nécessairement la mort, mais c'est une fonction qui fait qu'une population, si ça ne se reproduit pas, ça ne fait pas des enfants forts, la population suivante, c'est sûr qu'elle va diminuer. Au niveau des oiseaux, il y a beaucoup d'études. Il y a une étude ici qui est faite justement à l'Université de Sherbrooke. Il y a deux types d'oiseaux qui sont étudiés. Les oiseaux granivores peuvent avoir une exposition directe en mangeant une graine qui est enrobée et la dose sur une seule graine est assez pour causer une mort aiguë. Et il y a aussi une perte de nourriture parce que si on perd beaucoup d'invertébrés, les oiseaux insectivores peuvent perdre leur nourriture, donc c'est difficile de pouvoir nourrir les oisillons. Et peut-être aussi que le peu d'invertébrés qui ont réussi à attraper peuvent eux-mêmes être intoxiqués et on accumule ça chez les oisillons. Donc, il y a beaucoup d'études. Et pour les mammifères, les études sont surtout faites sur des rats. Et on a démontré qu'il y avait effectivement des processus qu'on ne croyait pas. Et ici, à partir d'ici, on a tous des vertébrés. Et les insecticides étaient faits pour pouvoir avoir un effet sur les invertébrés. Mais les mécanismes ne sont pas les mêmes. On n'embarquera pas là-dedans aujourd'hui, mais vous pouvez avoir la documentation si vous voulez. Donc, éventuellement, on finit par toucher la chaîne trophique. Parce que, comme je vous expliquais ici, on va aller chercher de la nourriture pour des aliments de la chaîne trophique plus élevés. Donc, ce sont des impacts indirects. Et comme vous savez, ce n'est pas toujours linéaire et simple comme on voyait dans notre livre de zoologie au secondaire. Dans la réalité, c'est beaucoup plus complexe. Donc, ça cause une perturbation éventuelle. Il y a aussi au niveau des services écosystémiques, il y a beaucoup des choses de l'équilibre des écosystèmes qui apportent des services à l'homme. Et il y a la fameuse diversité génétique. Vous savez qu'on peut aller rechercher des gènes pour en renforcer, même des plantes horticoles. La richesse en espèces. Il y a la pollinisation qui est un service écosystémique
qui est très, très bien connu, et la filtration par le sol, l'accès à de l'eau propre. Donc, si le sol ne remplit plus ses fonctions, à ce moment-là, il peut y avoir une perturbation. Donc, il y a beaucoup de lacunes encore dans les connaissances. Il y a peu de données sur la quantité réelle qu'on a de besoin pour la phytoprotection. Donc, est-ce qu'on en a de besoin? Cette question-là est encore en développement. Il y a très peu de dépistage dans l'environnement. On a l'impression que s'il y avait plus de gens, parce que ça coûte cher ces analyses-là, mais s'il y avait plus de gens qui se mettaient à échantillonner un peu partout, on en trouverait plus qu'on pense. La toxicité pour la plupart des organismes n'est pas vraiment connue. Puis, il y a aussi des analyses de toxicité pour les vertébrés. C'est fait seulement pour quelques espèces, par exemple les oiseaux. Donc, on a encore beaucoup d'inconnus. Puis, il y a beaucoup d'inconnus au niveau des effets sous-létaux. Donc, on dit que le mode et l'échelle actuelle de l'utilisation des pesticides vont à l'encontre du développement durable et que l'utilisation continue des pesticides ne peut faire qu'accélérer le déclin mondial des invertébrés importants, que ce soit terrestres ou aquatiques. Et puis, on met en jeu la stabilité des écosystèmes et la sécurité des services écosystémiques. Et pour cette raison, notre étude conclut que l'utilisation prophylaxique, veut dire préventive, à grande échelle des pesticides systémiques, doit être réconsidérée. Ce qu'on demandait en tant que groupe de chercheurs scientifiques, c'est le retour à la lutte intégrée et l'usage raisonné de ces insecticides-là et ne pas justement utiliser les pesticides quand ce n'est pas nécessaire. On croit qu'on a assez de preuves scientifiques pour démontrer que ce sont des molécules qui ne sont non désirables dans l'environnement. Et si en plus ça ne sert pas pour la phytoprotection, il n'y a aucune raison de les utiliser. Donc, on entend beaucoup parler de faire bannir, c'est peut-être la meilleure solution, mais nous, en tant que groupe, ce qu'on demande, c'est du moins le retour à la lutte intégrée et à l'usage raisonné de ces insecticides-là. C'est sûr que le docteur Bonmatin dit la seule dose d'herbicide, c'est 0. Mais on dit qu'au minimum, qu'on les utilise quand c'est nécessaire et seulement quand c'est nécessaire. Et on est loin pour le moment d'avoir adopté une telle pratique par l'usage des semences enrobées. Et voilà les conclusions de notre groupe de travail. Merci.